Et la Russie profite de ça. Elle aurait un peu partout sur les mers du globe quelques 400 pétroliers, on va dire, ce qu'on appelle la flotte fantôme, qui lui permet d'écouler son pétrole. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, direction la mer Noire où 3 pétroliers russes ont été visés, incendiés il y a quelques jours par des drones navals ukrainiens. Vladimir Poutine a réagi. Oui, Vladimir Poutine a réagi dans la même séquence d'ailleurs. Cette conférence de presse qu'il a tenue quelques heures avant de rencontrer Steve Witkoff et Jared Kushner hier à Moscou. Conférence de presse au cours de laquelle il a dit d'ailleurs, c'est ce qui a été retenu, bref, il n'avait pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais que si l'Europe voulait lui faire la guerre, il était prêt. Ça a fait beaucoup réagir. Ce qui a moins fait réagir, c'est sa réaction justement à propos du fait que ces pétroliers ont été visés, pétroliers qui appartiendraient, il faut toujours mettre des guillemets, parce que dans le droit maritime, c'est assez difficile parfois de déterminer quelle est l'origine, quelle est la provenance, à qui appartient telle ou telle cargaison. Et la Russie profite de ça. Elle aurait un peu partout sur les mers du globe quelques 400 pétroliers, on va dire, ce qu'on appelle la flotte fantôme, qui lui permet d'écouler son pétrole et de continuer quelque part, souvent en contournant les sanctions, de contourner finalement, de continuer à approvisionner certains pays en pétrole. Poutine, évidemment, est parfaitement conscient de l'importance pour lui de ces pétroliers. L'Ukraine en est parfaitement consciente aussi, et ce n'est pas nouveau. Il y a déjà eu 5 pétroliers depuis le début de l'année qui ont été ciblés pas tout à fait de cette manière, soit avec des charges qui avaient été placées par des unités de commando sur la coque du pétrolier, soit par des bombes emportées au sein de la cale de ces pétroliers qui ont explosé, parfois même au sein même de quand le pétrolier mouillait dans un port. C'est arrivé en Grèce, c'est arrivé en Égypte, voilà. Et ces manœuvres-là sont dirigées par une unité particulière d'Ukrainiens qui s'appelle le GUR, c'est-à-dire en fait le renseignement militaire, qui est un peu l'équivalent militaire du SBU, et qui s'est attribué le fait de cibler les intérêts de la Fédération de Russie sur le sol de la Fédération de Russie. Alors pas toujours, hein, l'opération, vous savez, contre les bombardiers aériens stratégiques qui avaient été pilotés à partir de camions transportant des drones, ça c'est le SBU ukrainien qui l'a fait, et en l'occurrence, pour ce qui est des pétroliers, c'est le GUR, et le GUR il est dirigé par un personnage très intéressant et qui a une longue histoire, on va dire, dans le sabotage, on va dire dans la lutte clandestine, qui s'appelle Kirilo Budanov, qui est, on va dire aujourd'hui, une sorte de figure montante dans la galaxie des dirigeants ukrainiens, et c'est lui qui a évidemment décidé d'accélérer ce type d'opération, sauf que maintenant elle ne se passe plus en Méditerranée ou dans l'Atlantique, elle se passe en mer Noire, et ça pose des problèmes. La menace brandie par Vladimir Poutine est celle d'un blocus potentiel de la mer Noire. Oui, alors blocus potentiel qui peut poser énormément de problèmes. Ça veut dire que la Russie a des accords pour autoriser l'écoulement d'une partie du blé ukrainien à partir d'Odessa. Kherson, c'est absolument impossible puisque, on va dire, les terminaux ont été pour partie endommagés pendant les combats, et la Russie contrôle une partie de l'oblast de Kherson, et donc c'est très difficile de trouver d'autres ports
que Odessa pour acheminer ce blé. On rappelle que l'Ukraine est un des principaux producteurs de blé dans le monde et que l'acheminer par voie terrestre est bien plus compliqué que d'utiliser la mer Noire. Et donc jusqu'à présent, l'Ukraine a obtenu, on va dire, malgré et en dépit de cette guerre, une forme d'accord tacite pour exporter son blé. Si Vladimir Poutine décide un blocus de la mer Noire, évidemment, on ne pourra plus, exporter le blé. On pourra toujours utiliser le Danube, qui est aussi qui est le grand fleuve, donc juste à côté. Le Danube pourra peut-être faire office, mais en tout cas, le Bosphore, ça sera terminé. Ensuite, le problème aussi, c'est le commerce de la Turquie, puisque la Turquie sera confrontée à deux problèmes. Et on sent bien que dans sa déclaration, Vladimir Poutine voudrait faire payer, mettre la pression sur l'Ukraine via la Turquie. D'abord, en utilisant des drones navals sur des pétroliers contenant du pétrole, parce qu'en fait, ce que font ces pétroliers, ils traversent le Bosphore et ils vont jusqu'à Novosibirsk, qui est le grand terminal où se trouve ce qu'on appelle le consortium caspien. Il y a 3 terminaux. Les Ukrainiens, d'ailleurs, en ont détruit un. C'est important, très important aussi, cette notion. Et donc, c'est là qu'arrivent les oléoducs qui permettent aux pétroliers de remplir leur cale et ensuite de repartir en traversant la mer Noire. Donc ça, c'est un axe très important pour la Russie. C'est pas le seul, mais c'est un axe très important pour la Russie que les Ukrainiens tentent de cibler. Mais du point de vue des Turcs, il faut imaginer qu'est-ce que ça représente ? Ça représente évidemment un risque de marée noire. Ces pétroliers ont été incendiés. Apparemment, le risque est limité cette fois-ci, mais si ça se poursuit et si un des pétroliers coule, eh bien, il est possible que les côtes turques, puisque c'est juste à côté des côtes turques que ces pétroliers ont été la cible de ces attaques, les Turcs subissent une marée noire d'importance, et dans ces cas-là, on entre dans une toute autre dimension, et Vladimir Poutine le sait très bien. Vladimir Poutine sait aussi que cette fermeture de la mer Noire perturberait considérablement les échanges qui ont lieu à travers le Bosphore, les échanges entre la Turquie et la Russie, les échanges entre la Turquie et l'Ukraine, puisque ce sont les pays riverains de la mer Noire, et donc de ce point de vue-là, il y a un enjeu important, et donc cette menace est lourde de conséquences, et elle sera lourde de conséquences si elle se produit. On va voir si les Ukrainiens vont continuer à mettre le focus sur ce type d'opération. Ce qu'il faut savoir, pour revenir à Kirilo Budanov, c'est que il a été d'abord formé par la CIA, unité 2845, depuis 2014. C'est quelqu'un qui, au départ, était spécialisé d'ailleurs dans l'assassinat ciblé de personnalités et de leaders séparatistes entre 2014 et 2022. C'était l'activité de son unité. Ensuite, il est devenu patron du renseignement militaire ukrainien. Il a poursuivi ce type d'activité, mais il a élargi évidemment sa sphère de compétences et sa sphère d'intervention, et que Budanov, on va dire, c'est la créature qui a dépassé le maître. C'est formé par la CIA, mais les Américains voient souvent d'un très mauvais œil ces actions, parce que elles peuvent mettre en péril ce délicat équilibre. Et je parle d'un état de fait à propos des Américains qui ne date pas de l'ère Trump. C'est pas depuis l'arrivée de Donald Trump que les Américains se méfient du zèle dont fait preuve Budanov pour justement frapper son ennemi. Les Américains sont très sourcilleux de maintenir entre eux-mêmes et la Russie un conflit qui ne dégénère pas jusqu'à un affrontement nucléaire. Et des actions, je pense en particulier au naufrage du
pardon, au naufrage du navire amiral de la flotte de la mer Noire, le Moskva, en 2022. Typiquement, ça c'est un exemple où les Ukrainiens sont allés plus loin que ce que les Américains attendaient. C'est-à-dire que les Américains leur ont donné le renseignement pour repérer, localiser le Moskva au moment où il avait quitté Sébastopol, et les Ukrainiens ont coulé le bateau. Et les Américains ne s'attendaient pas à ce que les Ukrainiens aillent jusqu'à couler ce navire. Ça a été un des grands échecs, un camouflet pour Poutine et pour la flotte de la mer Noire, qui progressivement a compris d'ailleurs qu'avec ce type de drôle naval, le Magura en particulier, ce qu'il faut savoir, c'est que les Britanniques sont très très présents dans ces formations et dans on va dire, la fourniture aux Ukrainiens de ce type de matériel. Ça se passe à Odessa. Depuis Odessa, ils ont envoyé ce type de drone déjà plusieurs fois, notamment cibler le pont de Kerch, qui est le fameux pont de Crimée, construit sous la présidence de Poutine, et que les Ukrainiens ont, par au moins 4 reprises, tenté de détruire depuis le début du conflit. Donc les drones navals ont permis aux Ukrainiens, on va dire, de renverser la supériorité, de mettre un terme à la supériorité de la flotte de la mer Noire, qui s'est même déplacée depuis Sébastopol pour rejoindre un port plus au sud, en Russie. Et donc aujourd'hui, les Ukrainiens ont obtenu, on va dire, des succès, mais il ne faut pas qu'ils aillent trop loin. Et c'est là où le problème de Budanov, le problème que leur pose Budanov, c'est cette tentation qu'il a à chaque fois d'aller toujours plus loin dans l'idée de cibler la Russie. Régis, ce processus rappelle à s'y méprendre la méthode des Houthis en mer Rouge, dans le détroit de Bab el-Mandab. Oui, c'est effectivement ce à quoi fait penser ce type d'intervention. Pour ce qui est de la mer Rouge et ce fameux détroit de Bab el-Mandab, ils n'agissaient pas de la flotte de quelques pays, comme c'est le cas en mer Noire. Il s'agissait de la flotte d'un trafic gigantesque, l'un des plus importants de la planète. Donc il faut proportionner, on n'est pas tout à fait dans la même... Mais c'est d'ailleurs, c'est le même type de technique. D'ailleurs, Poutine l'a qualifié de piraterie. Et c'était exactement le terme utilisé aussi par les Américains. C'est un problème aujourd'hui auquel on peut difficilement faire face. On sait très bien que les Houthis, les Américains ont fini par conclure un accord avec eux pour que leur navire arrête d'être ciblé. Et qu'il est encore régulier qu'ils s'attaquent à des navires marchands, en particulier des navires israéliens. Là, on va voir si ce phénomène se met en place, ou au contraire, si les Ukrainiens ralentissent sous pression des Américains, parce que, encore une fois, les Ukrainiens ne sont pas aujourd'hui dans une position de force. On l'a bien vu, Zelensky, avec le scandale de corruption, est aujourd'hui un peu contraint de faire ce que Trump lui dit. Voilà, il ne faudrait pas que l'affaire dégénère et qu'on donne des munitions finalement à Poutine pour opérer ce blocus, et puis peut-être au-delà pour frapper l'Ukraine encore davantage. Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois, et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets, en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre. Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système, et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité et la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Régis, faut-il s'attendre rationnellement à une fermeture
complète de la mer Noire, et auquel cas, quelles conséquences sur le commerce mondial? Je pense notamment aux navires céréaliers ukrainiens. Il y a une sorte de consensus jusqu'à présent entre Russes et Ukrainiens qu'on ne touche pas aux bâtiments, on va dire, commerciaux. Là, ce n'est plus le cas, ça se passe en mer Noire, c'est plus en Méditerranée. Avant, comme ces navires, je vous dis, ont une identité, souvenez-vous du navire qui avait été appréhendé au large du Danemark, était soupçonné de contenir des drones venus perturber le sommet, le fameux sommet des chefs d'État européens, en volant au-dessus des bases militaires danoises ou même des aéroports. Finalement, il s'avère que ce n'était pas vrai du tout, que ce pétrolier ne contenait aucun drone, qu'il n'était pas piloté particulièrement par un Russe, mais par un Chinois. Son capitaine était chinois. Néanmoins, il est soupçonné quand même de faire partie de cette fameuse flotte fantôme. Il était immatriculé au Bénin. Donc c'est quand même très difficile, croisant au large du Danemark, avec un capitaine chinois et probablement un équipage philippin. Cet exemple est intéressant parce que il a quand même été appréhendé par les forces spéciales françaises au large de Saint-Nazaire, immobilisé. Avant de reprendre sa route, le capitaine ayant écopé d'un rendez-vous au tribunal qui devra avoir d'ailleurs lieu dans pas longtemps pour ne pas avoir obtempéré aux demandes de la France d'arrêter son navire. Mais il a quand même été arrêté par les forces spéciales françaises. Et quand on regarde le pédigré de ce bateau particulièrement, il est difficile de prouver qu'il est bien russe. Vous savez, il y a parfois aussi alors déjà, leur transpondeur, certains de ces navires le ferment, comme ça, leur trajet, on ne peut pas le repérer. Ça, c'est une des premières manières de se déguiser, de devenir vraiment un fantôme, comme on le dit. Et puis l'autre manière, c'est de transborder des cargaisons en pleine mer, ce qui fait que le pétrole qui est destiné à un tel ou un tel rejoint un navire qui ne fait plus partie de la liste. Et ça, le droit maritime le permet. Le problème du droit maritime, c'est qu'il est extrêmement nébuleux, flou, et que là-dedans, on peut cacher l'identité d'un navire, on peut finalement on peut prendre une coque d'un côté, trouver un capitaine de l'autre, ensuite avoir un équipage, enfin bref, tout ça c'est un espèce en fait c'est des Legos. Il faut vraiment le prendre comme ça, avec des pièces que l'on met, et au final, ça ressemble plus à un navire avec un drapeau qui appartient à un pays. Ça, c'est l'illusion. Donc, ça porte bien son nom, c'est la flotte fantôme. Avant de la démanteler, ça va prendre du temps, et même en la démantelant, il y a d'autres pays qui bénéficient aussi de ces pavillons de complaisance. Je prends un exemple, il y a les îles Cook, qui sont particulièrement dans le viseur de la communauté internationale à cause des sanctions. Les îles Cook fournissent des pavillons de complaisance aux Russes, mais aussi aux Iraniens pour on va dire, écouler leur pétrole. Les îles Cook, c'est dans le Pacifique. Donc voilà, ça donne, je pense, ces exemples-là donnent la mesure de la complexité auquel finalement les autorités internationales sont confrontées quand il s'agit de faire respecter ces sanctions et en l'occurrence d'empêcher les Russes d'écouler leur pétrole. Ça va être très très difficile et c'est très difficile. Les Ukrainiens n'attendent pas ce type de résultat, ils préfèrent cibler les bâtiments. Mais encore une fois, cibler les bâtiments, donc parfois, la certitude à 100% qu'il s'agit bien d'un navire appartenant à la flotte russe n'est pas totale. Voilà. Merci Régis. Merci beaucoup Aïcha.